Un souvenir fané, une trahison silencieuse et une femme qui voit tout ce que les autres ne voient pas. Bienvenue au Détective Éternel, je suis votre hôte Lucas. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous nous rejoignez ce soir. Votre présence ajoute vraiment quelque chose de spécial, j'aime vous entendre. Maintenant, entrons dans le mystère. La fête annuelle du jardin de Sainte-Mildred était le genre d'événement qui passait pour une grande effervescence dans le village de Little Ditring. Les guirlandes avaient été suspendues du chêne au tilleul, les tables à tréteaux grinçaient sous les génoises et les chutneys, et la femme du pasteur, Madame Ellingham, avait passé la majeure partie de la semaine à préparer le concours de composition florale. Sur la verdure baignée de soleil, entouré d'ifs centenaires et de paroissiens bavards, le village paraissait le plus paisible. Mais comme tout résident de longue date le savait, sous les théières en argent poli et les sourires polis couvaient des décennies d'affrontements, de soupçons et de secrets. Miss Jane Marple arriva en avance, comme toujours, avec son ombrelle bleu pâle habituel et un signe de tête aimable pour chaque connaissance. Elle était vêtue de lavande et de dentelle, une petite broche en argent épinglée à son col, le genre de vieille fille dont l'apparence inoffensive désarmait toujours, même si rien ne lui échappait. Elle s'arrêta pour admirer les scones à la lavande de la jeune Emma Bradwell et complimenta discrètement la taupière trop ambitieuse du révérend, tout en observant les subtilités de chacun qui se tenait, qui évitait qui, et qui riait un peu trop fort. « Je crois bien, ma chère, dit-elle à sa compagne Madame Hartnell, que quelqu'un est fasciné par les groseilles à maquereaux primés de M. Featherstone. Mais c'est peut-être le jardinier qu'elle recherche, et non les fruits. » Avant que Madame Hartnell puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, une soudaine agitation interrompit le doux murmure des conversations de l'après-midi. Un cri aigu et incontestablement réel retentit au fond du presbytère, près de la tente d'exposition. La foule se précipita vers le bruit avec la curiosité avide que seule la campagne anglaise peut susciter face au désastre. Miss Marple, plus rapide que d'habitude pour une dame de son âge, atteint la tente juste au moment où deux jeunes hommes relèvent le rabat. À l'intérieur, affalé sur le stand de broderie, gisait le corps raidi de mademoiselle Georgina Mélin, le visage pâle, la bouche entr'ouverte, une main crispée sur une petite boîte en velours. Un silence s'abattit sur la pelouse. Quelqu'un haletant. Quelqu'un d'autre murmura « Bon sang !» Le docteur Denholm se fraya un chemin à travers la foule et se pencha sur le corps. Elle est partie, confirmative d'un air sombre. Complètement morte. Madame Ellingham laissa échapper un cri étouffé. Mais Georgina ne faisait qu'aider à la tombola, je l'ai vue il y a à peine un quart d'heure, riant avec son regard parcouru l'assemblée, se posant avec confusion sur personne en particulier. Seule mademoiselle Marple semblait calme. Son regard ne se porta pas sur le corps, mais sur la boîte en velours que l'agent de police examinait avec révérence. « Curieux, murmura-t-elle. Un souvenir pour les morts, ou la raison de sa mort. » Et sur ce, le paisible village de Little Ditring perdit toute sérénité. Le lendemain matin, Little Ditring était envahi de murmures. La nouvelle avait circulé à une vitesse surnaturelle, voltigeant de chaumière en chaumière, se perchant sur les lèvres de chaque jardinier, laitier et postière. Mademoiselle Georgina Mélin, résidente de longue date, ancienne institutrice du catéchisme et vendeuse réputée de crème au citron légèrement passive-agressive, avait été retrouvée morte à la fête du village, au beau milieu du stand de broderie qu'elle tenait depuis plus de 20 ans. Cause du décès? Incognito. Mais les théories, telles des boutons d'or en été, avaient fleuri librement le long des haies. Au salon de thé Rosen-Tistel, où les bavardages se mêlaient librement aux effluves de scones émiettés et de thé trop bouilli, Madame Louise Hartnell poussa un soupir dramatique en remuant sa tasse. « Du poison, sûrement, » dit-elle, avec la certitude de quelqu'un qui avait lu 3 romans policiers rien que ce mois-là. C'est toujours du poison dans ces situations. Il a probablement glissé dans son thé ou son sandwich. « Oh, j'en doute, » murmura mademoiselle Wetherby, une institutrice à la retraite à l'œil vif et à la langue encore plus acérée.
Georgina n'a pratiquement rien touché à la fête. J'ai entendu dire qu'elle était trop contrariée par la tombola. Elle a dit que quelqu'un avait trafiqué les prix. Trafiqué? Madame Hartnell cligna des yeux. Oh, mais je croyais qu'elle avait apporté les prix elle-même. C'est vrai, répondit mademoiselle Weatherby en baissant la voix avec ce ton conspirateur qui semblait aller mieux avec un gâteau éponge. Mais il y a eu un échange de dernière minute. La broche destinée à la dernière tombola n'était pas là. Elle a été remplacée par une boîte à bibelots en velours. Mademoiselle Marple, qui venait d'arriver avec ses gants soigneusement pliés et un sourire discret, s'installa à la table du coin et écouta sans interruption. Elle remuait son thé d'un air absent, les yeux rivés sur le parterre de fleurs derrière la fenêtre du salon de thé. Mufflers, couleurs audacieuses, non astucieux. Elle avait un jour comparé le personnage du colonel Arbottle à un muflier impressionnant, mais plein de fanfaronnade, et totalement inadapté à la tromperie. Eh bien, jamais poursuivit Madame Hartnell, ignorant complètement la présence de Miss Marple. Qu'y avait-il donc dans la boîte? Quelque chose de précieux? Personne ne le sait, répondit mademoiselle Weatherby en haussant un sourcil. On dit qu'elle la serrait fort quand elle est morte. Le gendarme l'a prise, bien sûr. Mais la vraie question est pourquoi l'a-t-elle serrée si fort si cela ne signifiait rien? Mademoiselle Marple s'éclaircit doucement la gorge. Si vous me le permettez, dit-elle de son ton doux et toujours prévenant. Parfois, on s'attache aux choses non pas parce qu'elles ont de la valeur, mais parce qu'elles sont familières. Sentimentales, même. Georgina Mélin était une créature d'habitude. Elle appréciait l'ordre, détestait le changement, si je puis me permettre, n'appréciait pas la spontanéité. Les deux femmes se tournèrent vers elle, leur visage exprimant un curieux mélange d'empressement et de gêne. Miss Marple avait une façon de parler comme si elle se contentait de méditer à voix haute sans jamais contredire, sans jamais affirmer. Et pourtant, quand elle parlait, on l'écoutait. On l'a entendu se disputer avec quelqu'un, suggéra Miss Weatherby en se radoucissant. À propos de cette broche, je crois. La jeune Miss Bradwell a dit l'avoir vu parler assez durement à Monsieur Lionel Dacre près du chapiteau. Et vous savez à quel point Georgina était habituellement réservée. Miss Marple se redessonna. Lionel Dacre, répéta-t-elle pensivement. L'antiquaire qui s'est installé ici l'année dernière, c'est bien ça? Il a repris le cottage Ménard. C'est bien lui, confirma Madame Hartnell. Il conduit une affreuse petite voiture et porte ses foulards italiens. Il prétend avoir travaillé à Paris. J'ose dire qu'il est charmant, mais je l'ai toujours trouvé un peu trop sage. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête, l'expression indéchiffrable. De l'autre côté du village, pendant ce temps, l'agent Owen Bresswet se tenait au bord de la pelouse du presbytère, son carnet plein de gribouillis, sans s'en apercevoir. Il avait parlé à tous ceux qui s'étaient approchés à moins de 20 pas de la tente de broderie et recueilli diverses déclarations, sans jamais concorder. Georgina avait semblé joyeuse à Madame Ellingham, nerveuse à Monsieur Dacre, distraite à la jeune Emma Bradwell, et son attitude autoritaire habituelle, selon le vieux Monsieur Wilmot, qui prétendait l'avoir engueulée pour avoir balayé ses miettes sur la guirlande. Le seul point sur lequel tout le monde s'accordait était la présence de la petite boîte en velours petite, carrée et couleur prune foncée, brodée des initiales dont personne ne se souvenait. Elle était restée parmi les objets de la tombola jusqu'au dernier tour, lorsque Georgina avait remarqué sa présence et s'était apparemment agitée. Elle ne devrait pas être là, avait-elle dit à quelqu'un ou peut-être à plusieurs sans que personne ne se souvienne vraiment de qui. La boîte reposait maintenant dans l'armoire à preuve, son contenu étant banal. Une petite fleur séchée, une photo décolorée et un morceau de dentelle déchiré. Tout était vieux, tout semblait sans valeur. Et pourtant, à la façon dont Georgina l'avait serré, l'agent Bresswet fronça les sourcils. Il n'avait aucune formation en crime subtil, ni expérience des meurtres sans instrument contondant ni aveu. Mais quelque chose clochait. La femme s'était tout simplement effondrée. Pas de sang, pas de blessure visible. Et jusqu'à l'arrivée du coroner,
Il ne saurait avec certitude s'il s'agissait d'empoisonnement, d'insuffisance cardiaque ou de quelque chose de plus inhabituel. Pourtant, il penchait pour la réponse la plus simple, peut-être l'excitation de la fête l'avait, elle, dépassé. Il n'était pas le seul à penser ainsi. Des causes naturelles, dit fermement le révérend Ellingham cet après-midi-là, arpentant le jardin du presbytère, les mains jointes dans le dos. Une tragédie, certes, mais certainement pas un acte criminel. Georgina s'était plainte de vertige la semaine dernière. Madame Ellingham m'en a parlé. Le docteur Denholm, debout à côté de lui, émit un bourdonnement évasif. Il avait procédé à l'examen préliminaire, et s'il n'avait constaté aucune blessure apparente, quelque chose le taraudait. Sa peau était étrangement rouge, ses pupilles légèrement dilatées. Pas ce qu'on attendait d'un évanouissement. Bien sûr, dit-il prudemment, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais je préfère attendre le rapport de Caxton. Le révérend soupira et hocha la tête. Le village est agité. Et nous avons le récital de musique pour enfants la semaine prochaine. J'espère vraiment que cela ne jettera pas trop d'ombre. Mais déjà, petite indécise était plongée dans l'ombre. Derrière les rideaux de dentelle et les treillages de roses, les spéculations avaient pris racine. De retour à son cottage, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, un panier à tricot à côté d'elle. Elle avait monté des mailles pour un nouveau châle. Un doux gris chiné, mais ses mains bougeaient plus par habitude que par intention. Son esprit était ailleurs. Elle pensait à l'expression du visage de Georgina. Ni douleur, ni peur. De la surprise, peut-être. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait prise au dépourvu. Et puis il y avait la broche qui aurait dû faire partie de la tombola finale. Un camé, disait quelqu'un. Victorian. Précieux, peut-être sentimental. Miss Marple posa ses aiguilles et prit son carnet. Pas un carnet de police, bien sûr. Juste un des siens, où elle notait des petites choses sans importance. Ou plutôt, des choses qui semblaient sans importance. Elle écrivit un. Boîte en velours, d'où venait-elle? 2 tirages au sort intentionnel ou erreur. 3 l'agitation de Georgina à propos de quoi? Exactement. 4. M. Dacre Disputes, Antiquities, Paris. 5. Le commentaire de Madame Ellingham. Georgina riait avec, découvrez avec qui. Elle souligna doucement cette dernière ligne. Le rire pouvait signifier de l'affection, ou de la peur, si elle était suffisamment fragile. Et Miss Marple avait appris depuis longtemps que le rire était souvent le premier déguisement porté par la culpabilité. Dehors, le village s'apaisait sous une nouvelle soirée, mais l'air était différent tendu, comme s'il retenait son souffle. Les roses du jardin de Miss Marple avaient commencé à faner, leurs pétales craquant sur les bords. La mort est arrivée à Little Ditring. Et Miss Marple commençait doucement à se demander pourquoi. Le lendemain, le jour se fit plus frais, une fine brume ondulait sur la place du village et la rosée scintillait sur les roses devant le bureau de poste. Le calme de Little Ditring semblait plus profond maintenant, non pas le calme réconfortant de l'habitude et de la routine, mais le silence tendu qui suit un avertissement murmuré. Aux fenêtres du salon et dans les jardins bordés de haies, la vie continuait avec la persévérance britannique. Mais derrière ces mouvements réguliers, les esprits s'activaient. Miss Marple, toujours ponctuelle et poliment discrète, se dirigea vers High Street sous prétexte d'acheter du fil à la boutique de Madame Bontinck. Elle s'arrêtait souvent pour saluer M. Wilmot qui peinait à manier une brouette, pour admirer les paniers suspendus de Madame Péal et pour commenter le retard inhabituel des framboises d'été au jeune Tommy Ellingham, le fils du pasteur. Elle ne posait aucune question directe, mais retirait de chaque conversation un élément utile. Au comptoir de Madame Bontinck, où les fils à broder étaient rangés avec une précision militaire, Mademoiselle Marple attendit que plus personne ne soit dans la boutique avant de déposer délicatement les écheveaux de son choix ivoire, écume de mer et vieux rose sur le bois poli. « J'espère que vous n'avez pas été trop secoué par les événements de la fête, dit-elle d'une voix aussi calme qu'un chat au soleil. Madame Bontinck, une femme soignée aux cheveux blancs coupés courts et qui avait l'habitude de renifler avant de parler,
plissa légèrement les yeux. Secoué? Oh oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une femme s'écrouler raide, morte en plein travail de broderie, n'est-ce pas? Pauvre Georgina. Elle était toujours si exigeante. Elle ne faisait confiance à personne d'autre qu'à elle-même pour installer son étal. Mademoiselle Marple hocha la tête avec sympathie. C'est ce que j'ai entendu dire. Très ancrée dans ses habitudes. Ça a dû être une surprise d'apprendre que quelqu'un avait échangé le prix final de la tombola. Le reniflement de Madame Bentinck était plus vif cette fois. Eh bien, je n'ai jamais dit que j'avais vu ça. Remarquez. Mais je sais que Georgina avait apporté elle-même cette broche camée. Une jolie pièce. Victorienne. Elle disait qu'elle faisait partie du trousseau de sa grand-mère. Elle en était très fière. Quand elle a disparu, elle a supposé que quelqu'un s'en était servi. Elle était dans tous ses états marmonnants pour elle-même, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un se cache derrière la guirlande. Miss Marple pencha la tête. Curieux. Et puis la boîte en velours est apparue à sa place. C'est ce que les gens disent, répondit prudemment Madame Bentinck. Je n'ai pas vu l'interrupteur moi-même. Mais Georgina semblait désemparée. Elle a quitté son stand assez précipitamment et a eu une conversation avec M. Dancer peu avant. Eh bien, avant que ça n'arrive. Miss Marple lui adressa un doux sourire. Les gens disent souvent des choses sous l'effet de l'émotion qu'ils auraient autrement gardées secrètes. Je me demande si M. Dacre était impliqué dans la tombola d'une manière ou d'une autre. Difficilement. Il n'est arrivé que vers la fin. Je m'en souviens parce qu'il m'a frôlé avec une tapisserie enroulée. Il a dit qu'il venait de l'acheter sur un stand de Caxton et qu'il voulait la montrer à Georgina. Étrange, vraiment, d'apporter une tapisserie à une fête déjà remplie de tissus. En effet, murmura Miss Marple. Surtout quand la personne à qui il comptait la montrer était déjà si distraite. Dehors, la brume s'était dissipée et le soleil revenait doucement. Miss Marple remercia Madame Bentinck et se tourna vers le cottage Ménard. Monsieur Lionel Dacre, le nouveau venu aux airs continentaux et à la coupe impeccable, avait été au centre de plus de conversations ces 2 derniers jours que la plupart des gens en disant. Elle le trouva en train de s'occuper du nez de buis plutôt indiscipliné, vêtu d'une cravate et de gants de jardinage usés, une combinaison étrange qui semblait résumer parfaitement son caractère. Mademoiselle Marple, dit-il avec un sourire éclatant, l'apercevant avant qu'elle ne parlât. Quel plaisir inattendu de venir me dire que ma est sans espoir. Pas du tout, dit-elle en joignant soigneusement les mains devant elle. Même si j'ai toujours pensé que le buis était une espèce plutôt têtue. Il préfère l'ordre et déteste la compagnie inconnue comme beaucoup d'entre nous. Il rit brièvement et s'éloigna des ciseaux. J'imagine que vous êtes ici pour la pauvre mademoiselle Mélin. Choquant, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire que nous étions proches, mais j'admirais son talent de brodeuse. Quelle précision la précision suggère le contrôle, dit doucement Mademoiselle Marple. Et le contrôle, lorsqu'il est perturbé, peut être assez perturbant. J'ai cru comprendre que vous lui aviez parlé peu avant son effondrement. Le sourire de M. Dacre s'estompa légèrement. Oui, je lui ai parlé. De la tapisserie, en fait une petite pièce que j'ai trouvée à Caxton, probablement du XIXe siècle. Je pensais qu'elle pourrait en identifier le style. Elle avait un œil merveilleux pour la broderie. Et était-elle intéressée? Plus surprise qu'autre chose. Elle a à peine regardé la pièce avant de s'excuser. J'ai pensé que je l'avais peut-être offensée, mais je ne comprenais pas comment. Miss Marple hocha la tête, satisfaite, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle souhaita bonne journée à M. Dacre et commença la courte marche vers le cimetière, où elle aperçut la jeune Emma Bradwell attachant des rubans au portail en fer forgé. Emma, 23 ans à peine et fraîchement fiancée au fils du boulanger, avait été parmi les dernières à voir Georgina vivante. Miss Marple s'approcha avec un sourire chaleureux. « Vos rubans illuminent toujours le chemin. Je crois que les roses fleurissent mieux quand elles voient votre travail. Emma Rudgett. » C'est gentil à vous de le dire, Miss Marple. J'aime bien faire quelque chose de joyeux pour le village. Surtout maintenant. Surtout maintenant, répéta Miss Marple. Vous pouvez aider à la tombola le jour de la fête,
n'est-ce pas? Vous avez dû voir Miss Mélin avec la boîte en velours? Emma hésita, serrant le ruban. Je l'ai vue la ramasser sur la table, dit-elle prudemment. Elle n'avait pas l'air contente. Je crois qu'elle a cru que quelqu'un lui faisait une blague. Elle marmonnait des choses comme mauvais timing et pas maintenant, pas ici. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle a à peine répondu. A-t-elle dit qui, selon elle, avait placé la boîte là? Emma secoua la tête. Non, mais elle a regardé M. Dacre droit dans les yeux en disant cela. Pas avec colère, juste comme si elle reconnaissait quelque chose. C'était étrange. Miss Marple posa une main douce sur le bras de la jeune fille. Merci, ma chère. Vous m'avez été d'une grande aide. En rentrant chez elle cet après-midi-là, les pensées de Miss Marple tourbillonnèrent. Une broche, destinée à une tombola, disparut. À sa place, une boîte à souvenirs en velours étrange, sentimentale et suffisamment troublante pour déstabiliser Georgina Mélin. Une tapisserie sans véritable explication, portée par un homme qui prétendait admirer son travail. Une réaction non pas de panique ou de choc, mais de reconnaissance. La reconnaissance était une chose dangereuse, Miss Marple le savait. On pouvait passer des années sans se revoir vraiment. Mais lorsque le passé refait surface soudainement, sans invitation ni annonce, même l'âme la plus sereine pouvait vaciller. Dans son salon, Miss Marple griffonna une ligne supplémentaire dans son carnet 6. Boîte en velours un message, un avertissement ou une promesse non tenue. Elle regarda par la fenêtre, où le crépuscule s'accumulait comme de la vieille dentelle le long des avant-toits. Il y avait là quelque chose de plus profond que les ragots du village. Quelque chose de bien plus ancien que le velours ou la broderie. Et quelqu'un à Little Ditring, soupçonnait-elle maintenant, craignait depuis longtemps le jour où Georgina Mélin se rappellerait exactement ce qu'on lui avait autrefois fait oublier. Le rapport du coroner arriva en milieu de semaine. Et son contenu, bien que formulé dans le langage médical habituel, fit une nouvelle vague d'émoi à travers Little Ditring. Georgina Mélin n'était pas morte d'une insuffisance cardiaque, comme certains l'avaient doucement espéré. Il ne s'agissait pas non plus d'un coup de chaleur ou d'un évanouissement tragiquement inopportun. La cause officielle est une intoxication aiguë à la digitale dérivée. Semblait-il, de la digitale, une plante assez commune dans les jardins anglais que la lavande ou les roses trémières. La révélation transmise par l'agent Bressouette, le visage rouge de tension se répandit à une vitesse surprenante. Et comme toujours, ce n'était pas la présence du poison qui retenait l'attention des villageois, mais la question du comment. Georgina n'avait rien mangé ni bu en public cet après-midi, et personne ne l'avait vue tomber malade avant de s'effondrer sous le chapiteau. Le salon de Terrose and Tistel redevint une véritable salle d'audience, les théories jaillissant entre deux gorgées de Darjeeling tiède. Je persiste à dire que c'était le sandwich, insista Madame Hartnell en tapotant sa cuillère contre sa soucoupe. Elle aurait pu manger quelque chose plus tôt. Peut-être même le préparer elle-même, sans le savoir. Alors ce ne serait pas un meurtre, ma chère, marmonna Mademoiselle Wetherby. Ce serait un accident. Et ce n'en était pas un. Georgina était effrayée. On le voyait sur son visage. Elle avait eu des mots avec Lionel Dacre, ajouta M. Wilmot, qui s'était immiscé dans la conversation avec la détermination tranquille d'un homme rarement impliqué dans des scandales. Des voix s'élevèrent. J'étais juste de l'autre côté de la pelouse. C'était à cause de cette tapisserie. J'en suis sûr. Je pensais que c'était à propos de la boîte en velours, intervint quelqu'un d'autre. Peut-être les deux. Miss Marple, discrètement assise à sa table habituelle dans un coin, laisse les voix l'envahir comme le vent dans les saules. Elle tricotait, comme toujours, un nouveau châle vert mousse et semblait compter les mailles. Mais son oreille était finalement habituée aux incohérences. Et ce qu'elle entendit alors marqua le début de ce qu'elle attendait depuis longtemps, le recentrage des soupçons sur le candidat le plus évident. Dans l'après-midi, il était clair que les soupçons s'étaient fermement portés et peut-être prématurément sur M. Lionel Dacre. L'agent Bressouette, se sentant obligé d'agir avec détermination,
se rendit au cottage Ménard sous prétexte de poser d'autres questions. Il trouva M. Dacre en train de lire dans son salon, vêtu comme toujours avec une élégance délibérée, pantalon de lin repassé, foulard de soie et chaussures cirées qui n'avaient jamais vu un chemin boueux de leur vie. « Ah, constable, dit-il en se levant avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Vous arrivez juste à temps pour une tasse de thé plutôt fade. Voulez-vous que je vous serve? Bressouette déclina poliment et ouvrit son carnet. Encore quelques questions, M. Dacre, si vous le permettez. À propos du jour de la fête. Bien sûr, dit Dacre en s'asseyant d'un geste gracieux de la main. Mais j'imagine que vous avez déjà ma précédente déclaration. Oui, admet Bressouette. Mais les choses ont évolué. Le coroner a confirmé que mademoiselle Mélin avait été empoisonnée. Dacre ne s'y a pas. Comme c'est désagréable. On vous a vu lui parler avec beaucoup de fermeté peu de temps avant sa mort. Avec beaucoup de fermeté? Dacre eut un petit rire. Vous avez parlé à M. Wilmot, n'est-ce pas? Cet homme a éternué pour une dispute. Vous portiez une tapisserie. Oui, je l'avais récemment acquise chez un marchand de Caxton et je pensais que Georgina pourrait la trouver intéressante. Elle était du début de l'époque édouardienne, avec une bordure assez curieuse. La broderie était sa passion, et je pensais qu'elle l'appréciait. Mais elle ne l'a pas fait? Non, elle ne l'a pas fait. Le sourire s'estampa. En fait, elle l'a à peine regardé. Son attention était fixée sur autre chose. Cette boîte en velours, je suppose. Avez-vous vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Brièvement. Elle l'a ouverte devant moi. Il y avait une vieille photo, je crois, et une fleur séchée. Elle semblait perturbée. Elle l'a refermée rapidement et s'est éloignée. A-t-elle dit quelque chose? Dacre hésita. Elle ne dit pas encore. C'est tout. Puis elle est partie. Et vous êtes resté près de la tente? Je me suis dirigé vers la table à punch. Franchement, constable, je n'ai pas pour habitude de courir après les femmes qui snobent les efforts de brocanteur. Georgina était visiblement contrariée. Mais je vous assure que je ne l'ai pas empoisonnée. Je n'ai pas de numérique dans la poche de mon manteau. Braithwaite Firmason Carnet, incertain de essay conviction. Dacre était charmant, ou presque trop charmant. Et le village l'avait déjà taxé de méfiant. Mais quelque chose dans son calme semblait authentique, voire résigné. De retour chez elle, Miss Marple reçut la visite de la femme du vicaire, Madame Ellingham, qui arriva dans un tourbillon de foulard de soie et pleine de bonnes intentions. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Jane, soupira-t-elle en s'installant sur le canapé fleuri. Tout cela est si différent de notre paisible petit village. Du poison dans le jardin du presbytère, rien que ça. Et Lionel, Dacre, un homme si curieux. Toujours un peu trop beau, à mon avis. Mais est-ce un tueur? C'est la question, n'est-ce pas? Dit Miss Marple en servant du thé. J'ai toujours trouvé que les beaux hommes sont rarement aussi dangereux qu'ils le paraissent et bien souvent, le danger réside chez ceux qui paraissent tout à fait ordinaires. Madame Ellingham cligna des yeux. Eh bien, vous ne pensez pas, je crois que Georgina savait quelque chose. Ou qu'elle se souvenait de quelque chose. Et je crois que ce souvenir l'a effrayée. Miss Marple remuait doucement. Vous avez mentionné, il y a quelques jours, qu'elle riait avant de s'effondrer. Rire avec quelqu'un. Madame Ellingham hocha la tête. Oui, je crois que c'était son cousin, Monsieur Gordon Prior. Il est venu de Cheltenham pour la fête. Un homme très doux. Il tient une papeterie, je crois. Ils étaient proches autrefois, même s'il y a eu un différend familial il y a des années. Miss Marple nota mentalement une information. Ce soir-là, tandis que la plupart des villageois se couchaient tôt, las des spéculations et des ragots, Miss Marple était assise à son bureau, relisant ses notes. Monsieur Dacre restait le suspect évident, un nouveau venu, une étrange dispute, une mystérieuse tapisserie. Mais trop d'éléments le désignaient, trop opportunément. Et il y avait quelque chose dans le contenu de la boîte de velours, la photo, la dentelle, la fleur pressée qui laissait présager un message personnel. Ni un caprice de collectionneur, ni la menace d'un inconnu, mais quelque chose de profondément familier.
Les derniers mots de Georgina, rapportés par M. Dacier, résonnèrent dans ses pensées. Pas encore. Pas qu'est-ce que c'est? Ou qui a envoyé ça? Mais pas encore. Cela impliquait une répétition. Une résurgence. Miss Marple posa sa plume et attrapa un vieil album caché derrière sa bibliothèque. Il contenait des coupures de presse de naissance, mariage, nécrologie conservée pendant des décennies. La vie de Little Dithring, relatée sur du papier jauni et de l'encre délavée. Elle trouva le nom de Georgina Mélan. Et à côté, un court article datant d'il y a près de 30 ans. Des fiançailles annoncées Georgina Mélan avec M. Bernard Ellison de Tunbridge Wells. Il y avait une photo. La même, réalisa Miss Marple, qui se trouvait dans le coffret souvenir en velours. Mais les fiançailles avaient été rompues. Discrètement, sans scandale. Et Bernard Ellison avait plus tard épousé quelqu'un d'autre, une femme décédée peu après son accouchement. Miss Marple resta assise, immobile, à l'expression indéchiffrable. Le passé, avait-elle toujours dit, ne disparaît jamais vraiment. Il attend patiemment, niché dans des tiroirs et des boîtes à souvenirs, jusqu'au bon moment, ou le mauvais. Et maintenant, semble-t-il, le passé est revenu et quelqu'un à Little Dithring avait tué pour le garder enfoui. Ce fut le lendemain matin où Miss Marple eut redécouvert la vie de fiançailles effacée que les choses commencèrent à changer, même légèrement, à Little Dithring. L'air, encore chargé de suspicion, semblait crépiter faiblement d'autre chose de l'anticipation, peut-être. Comme si le village pressentait que la surface avait été effleurée et que ce qui se cachait en dessous pourrait bientôt être révélé. Miss Marple, toujours méthodique, commença sa journée comme à son habitude, petit déjeuner pris à 8 heures précises, courrier relevé à 1h30, et marche lente jusqu'à la boulangerie pour une miche de pain de seigle et quelques mots avec Henry Stokes, qui dirigeait l'établissement avec le soin méticuleux d'un homme qui prenait la pâte très au sérieux. Après cela, elle fit un tour dans le jardin, non pas pour faire de l'exercice, même si cela avait ses bienfaits, mais parce que les gens étaient souvent plus francs dans les conversations de courtoisie que lors des visites officielles. Une remarque désinvolte, un regard détourné, une hésitation, telles étaient les traces que Miss Marple avait appris à suivre au fil des années d'observation attentive. Elle ne parla pas de meurtre ce matin-là, ni de boites de velours, ni de poissons. Elle parla des roses, du temps, de la façon dont les oies du vicaire s'étaient mises à errer au-delà du mur du jardin. Mais dans chaque mot échangé, elle mesurait le ton, étudiait les postures et remarquait les absences des personnes qui n'étaient pas dans leurs habitudes, des portes qui restaient fermées alors qu'elles auraient dû l'être. Ce n'est qu'après le déjeuner, lorsqu'elle retourna à son cottage, qu'un événement plus concret se produisit. Une lettre, simple, sans adresse de retour, gisait parmi le courrier habituel. L'écriture était inhabituelle, l'encre légèrement maculée. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier portant seulement 4 mots. Renseignez-vous sur la dentelle. Miss Marple le lut 2 fois, les lèvres pincées en une ligne neutre. La dentelle. Elle n'avait pas oublié le morceau déchiré trouvé dans la boîte de velours. À première vue, il lui avait semblé insignifiant, une vieille relique, rangée parmi les autres objets sentimentaux. Mais la dentelle, surtout faite main, était rarement insignifiante pour ceux qui la chérissaient. Elle portait une sorte de signature. Une époque, un lieu, souvent une créatrice. Ce soir-là, elle rend visite à Madame Aldwych, une veuve presque aveugle qui avait été autrefois la meilleure dentelière de 4 comtés, connue pour son travail au fuseau et ses souvenirs précis. Miss Marple arriva avec des biscuits au gingembre et du sirop de fleurs de sureau, et elles s'assirent près de l'âtre tandis que le ciel s'assombrissait sur les toits de chaume du village. « Vous souvenez-vous des travaux d'aiguille de Georgina Mélan » demanda doucement Miss Marple après qu'elles eurent partagé la moitié des biscuits. « Oh oui » répondit Madame Aldwych d'une voix rauque mais claire. « Trop précise, à mon avis. » Elle comptait toujours ses mailles à voix haute. Ça gâchait tout le plaisir. Je suis tombé sur un morceau de dentelle qu'elle gardait, je suppose. Déchiré. Vieux. Inachevé peut-être. J'ai pensé à vous.
Madame Aldwych eut un léger sourire. J'ai vu plus de dentelle que de jour, ma chère. Mais si c'est un modèle qu'elle a créé dans sa jeunesse, je le saurai. Apportez-moi. Miss Marple sortit la photo qu'elle avait prise du morceau déchiré en aidant le jeune agent Braithwaite, qui avait bêtement cru qu'elle voulait seulement contribuer à préserver les preuves de son journal de tricot. Elle posa la photo devant Madame Aldwych, qui ajusta ses lunettes et l'approche de la lumière. Après un long silence, elle hocha la tête. Ce n'est pas celui de Georgina. Non, non. C'est un échantillon de deuil. Vous reconnaissez le point, ce feston épais sur le bord, plus courant maintenant. Seuls quelques patrons l'utilisent. Début des années 1900. Celui-ci faisait partie d'un ensemble réalisé par une jeune femme nommée Margaret Ellison. Elle a épousé Bernard Ellison et a eu un enfant qui est mort jeune, la pauvre. Une histoire tragique. Margaret est décédée peu après. Miss Marple resta assise, immobile. En êtes-vous bien sûr, ma chère? Absolument. Je l'ai aidée à finir le bord quand ses mains étaient gonflées de chagrin. Cette dentelle était à elle. Je parais une semaine de pension là-dessus. Un silence plus profond s'installa entre elles, et Miss Marple sut avec certitude que la boîte en velours n'avait pas appartenu à Georgina, mais à Margaret Ellison, la femme qui avait épousé l'homme même avec qui Georgina avait été fiancée. La dentelle déchirée faisait partie du travail de deuil de Margaret. La fleur pressée? Peut-être de l'inhumation de son enfant. La photo? Probablement de Bernard. Et Georgina l'avait reçue juste avant sa mort. Mais qui l'avait envoyée? L'après-midi suivant, Miss Marple se retrouve à nouveau au presbytère pour aucune entreprise officielle, mais pour livrer un pot de gelée de coin et avoir une conversation polie avec Madame Ellingham. La femme du vicaire avait toujours été fière d'être une bonne auditeur, mais comme beaucoup de ces personnes, elle aimait aussi être écoutée. Ils ont parlé de la fête, bien sûr, de la tragédie qui avait suivi. « Je me sens terrible », a déclaré Madame Ellingham, acceptant la gelée avec les deux mains. « Pauvre Georgina ! Et avec Gordon toujours ici, cela doit être une telle pression sur lui. Ils étaient très proches quand ils étaient jeunes. Vous savez point, alors j'ai entendu, » a déclaré Miss Marple. « Il n'est pas retourné à Cheltenham? Non, il reste à travers la semaine. Je crois qu'il est emmené pour ranger les affaires de Georgina. On a I do. Toujours si calme. Je ne pense pas qu'il soit jamais marié, point non. » Miss Marple a laissé le mot pendre dans les airs. « C'est rare, ces jours-ci, point et bien, » se pencha légèrement Madame Ellingham. « Il y a une rumeur il y a des années, quelque chose à propos d'une jeune femme à Londres. Mais cela s'est mal terminé, et il n'a jamais tout à fait rétabli. C'est une âme douce, vraiment sensible. » Mademoiselle Marple a encore réfléchi à la note renseignée-vous sur la dentelle. Celui qui l'avait envoyé avait connu quelque chose de subtil, quelque chose de personnel, et peut-être quelque chose de dangereux. Elle a quitté le presbytère peu de temps après et a refusé la voie qui a conduit au chalet de Georgina. Il se tait maintenant, les rideaux dessinés, la porte légèrement entr'ouverte. Mais à l'intérieur, elle connaissait Gordon Prior Tritil à travers des décennies de souvenirs. Et quelque part parmi eux, peut-être, le motif du meurtre. Mademoiselle Marple l'a trouvé dans le salon avant, entouré de boîtes. Il leva les yeux de surprise. « Miss Marple, et-il dit. Je ne m'attendais pas aux visiteurs, point non, dit-elle avec bonté. Mais je pensais que je pourrais peut-être être utile. Tant de papiers, tant de souvenirs. Cela peut être écrasant. » Il a fait un petit sourire reconnaissant. « C'est le cas. Je continue de trouver des choses que je pensais qu'elle avait jetées. Des lettres de notre enfance. De vieilles cartes postales. Un corsage séché du mariage de notre cousin. Elle a gardé des choses. Alors, oh, oui. Georgina était terriblement sentimentale. Vous connaissiez Bernard Ellison, n'est-ce pas? Son expression a changé. À peine, mais assez. Oui, a-t-il dit. Il y a longtemps. Je ne me souciais pas de lui.j, me suis demandé, a déclaré Mademoiselle Marple doucement. Parce que la boîte en velours, la seule Georgina a tenu à sa mort,
Elle appartenait à Margaret Ellison. Sa femme. Gordon n'a rien dit. Je crois que Georgina l'a reconnue immédiatement, a-t-elle poursuivi, et a compris ce que cela signifiait. Un souvenir? Peut-être. Un regret. Mais quelqu'un l'a envoyé. Quelqu'un qui l'avait encore. Quelqu'un qui connaissait sa signification. Elle fait une pause. Tu l'aimais toujours, n'est-ce pas? Gordon détourna les yeux. Je l'ai fait. Toujours. Mademoiselle Marple acquiesça, sa voix très douce. Mais vous n'avez pas envoyé la boîte. Il secoua la tête. Non, mais je l'ai vue il y a une fois. Il y a des années. Margaret l'a eue après la mort de son enfant. Elle l'a montrée à Georgina, je pense, espérant se réconcilier. Georgina l'a renvoyée non ouvert. Dit certaines choses qui, elles, ont profondément blessé. Margaret n'a jamais été la même après. Je vois, a déclaré Mademoiselle Marple. Alors peut-être que quelqu'un d'autre s'en souviendrait. Quelqu'un qui a senti que Georgina avait échappé aux conséquences de cette méchanceté. À l'extérieur, les ombres ont grandi. Mademoiselle Marple se tenait lentement. Je crois, a-t-elle dit, que nous ne parlons plus de soupçons, monsieur Prior, mais de justice. Et alors qu'elle entra dans l'air du soir, une douce brise portant l'odeur de Woodsmoke et de la lavande, elle savait que la réponse était plus proche que jamais. Elle n'avait qu'à attendre le prochain déménagement. Ça viendrait bientôt. Dans les jours qui ont suivi sa conversation tranquille avec Gordon Prior, Mademoiselle Marple est devenue encore plus une présence dans le village que d'habitude. Elle a été vue plus souvent le long des haies, s'arrêtant par les magasins, arrêtant les portes de jardins extérieurs pour un mot agréable. Ses questions sont restées décontractées, jamais intrusives, mais en sonnant toujours doucement. Derrière sa voix douce et son chapeau en dentelle, elle couchait une tapisserie beaucoup plus âgée que celle que M. Dacre avait fait signe à la fête. Elle était venue à croire que le meurtre de Georgina Mélin avait moins à voir avec un seul objet et plus à voir avec un grief de longue durée. Une vérité humaine, comme tant de personnes qu'elle avait rencontrées au cours de ces années le passé peut être plié et caché, mais il n'est jamais vraiment oublié. Et lorsque les mauvaises mains y atteignent, les choses commencent à s'effilocher. La boîte en velours était la clé, oui, mais pas à cause de son contenu seul. C'était le symbole de quelque chose de plus profond. Perte, culpabilité, peut-être même vengeance. Il n'était pas seulement apparu. Il avait été placé, délibérément. Et Georgina avait immédiatement compris sa signification. On n'avait qu'à découvrir qu'il y avait quelque chose à gagner ou à équilibrer de lui rappeler. C'est au cours d'un jeudi matin autrement banal, juste après que la cloche de Saint-Mildred ait pénétré en quart d'heure, qu'un développement subtil mais important s'est produit. Mademoiselle Marple, portant un châle plié qu'elle a affirmé nécessaire, a remis une réparation, a appelé Emma Bradwell, la jeune femme qui avait aidé à la tombola et qui, soupçonnée de Mademoiselle Marple, avait vu plus qu'elle ne l'avait réalisé. Emma vivait avec sa mère veuve au-dessus de la boulangerie, dans des pièces qui sentaient définitivement le sucre et la pâte levée. La fille a salué Miss Marple avec sa chaleur habituelle, bien qu'il y ait eu une nervosité à son sujet aujourd'hui, une raideur qui n'avait jamais été présentée auparavant. « Miss Marple, dit-elle, l'introduisant. Voulez-vous du thé? Ou quelque chose de sucré? Non, merci, mon cher. Je viens de venir pour un petit conseil. Vous voyez, j'ai un nœud terrible dans la frange de ce châle et mes mains ne sont pas distribuées. Bien sûr. Permettez-moi de trouver les petits ciseaux. » Alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, Miss Marple était assise tranquillement et la regarda comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle atteignit le moule à coudre, comment elle a jeté un coup d'œil une fois, presque réflexive, dans une armoire verrouillée près du mur lointain. « Emma, dit doucement Miss Marple, je me demande si je pourrais vous demander quelque chose de sans rapport. Vous souvenez-vous exactement de la dernière fois que vous avez vu la table de tombola avant que Mademoiselle Mélin ne tombe malade? » Emma s'arrêta, ses doigts se serrent autour des ciseaux. « Oui, je suppose juste après le déjeuner. Je redressais les prix. Tu as vu la boîte en velours, alors? Oui, c'est là que je l'ai remarqué. Je ne l'avais pas reconnue. Tu avais vu la broche camée? » Emma se mordit la lèvre. « J.I.S.I. Elle était là ce matin.
Georgina me l'a montré. Elle m'a dit qu'elle appartenait à sa grand-mère. Elle m'a même laissé la tenir. Mais quand je suis revenu, elle avait disparu. Je pensais qu'elle l'avait enlevée de la table. Elle était très exigeante. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Avait-elle l'air en colère? Emma hésita. Elle semblait secouée. Elle marmonna quelque chose. Elle dit qu'il n'oserait pas. Et puis elle quitta la tente. C'est ce qu'elle a dit. Miss Marple hocha lentement la tête. Et cette armoire, ma chère, que gardes-tu dedans? Emma parut surprise. Oh, juste des choses privées. Les vieux albums photos de ma mère. Des souvenirs. Miss Marple sourit gentiment. Bien sûr. Mais elle prit note. Cet après-midi-là, Miss Marple emprunta un sentier que peu de gens empruntent désormais, le sentier envahi par la végétation qui menait à l'ancien cimetière du village. Là, au-delà des nouvelles, pierres tombales en marbre et des rangées de tombes soigneusement entretenues, gisaient les pierres couvertes de mousse des générations précédentes. Nombre d'entre elles étaient devenues des fragments illisibles, mais elle avait fait des recherches. Près du banc en ruine, sous une aubépine tordue, elle trouva ce qu'elle cherchait. Margaret Ellison, épouse bien-aimée de Bernard Ellison et mère de Eliza, mais prit trop tôt 1912, une petite pierre se trouvait à côté. Usée par les intempéries, presque enfoncée dans la terre. Eliza May Ellison 19 12 Miss Marple resta silencieuse, un long moment. Les noms confirmèrent ses soupçons. La dentelle, la fleur séchée, la photo, tout cela avait appartenu à Margaret. Et quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour les préserver pendant plus de 30 ans. Ce qui signifiait que quelqu'un avait cru que Georgina Mélin méritait de se souvenir de la douleur qu'elle avait autrefois choisi d'ignorer. Ou peut-être, plus que de s'en souvenir, de la payer. Plus tard dans la journée, elle trouva l'agent Bressouette près du portail du cimetière, jouant nerveusement avec son col. « Mademoiselle Marple, dit-il en soupirant, la moitié du village accuse l'autre moitié, et personne n'a de preuves tangibles. L'inspecteur de Caxton menace de venir la semaine prochaine si nous n'avançons pas. J'espère vraiment qu'il attendra, dit agréablement Mademoiselle Marple. Il y a trop de cuisiniers, comme on dit. Vous pensez toujours que Dacre n'est pas celui qu'il vous faut? Je ne crois pas que M. Dacre choisirait la digitale, dit-elle doucement. Trop accessible, trop traçable. Et je ne pense pas que Georgina aurait accepté quoi que ce soit de lui de bon gré. Braithwaite s'y gratta la tête. Mais alors comment l'a-t-elle ingéré? L'expression de Miss Marple était sereine. Dans sa hâte, elle a peut-être touché quelque chose. La dentelle, par exemple, peut laisser des résidus, surtout si elle est imprégnée de teinture. Et une femme comme Georgina, qui se mouillait les doigts pour façonner le bord de son ouvrage, il cligna des yeux. Vous pensez que c'était dans la dentelle elle-même? Je crois que la méthode a été choisie en connaissance de cause des habitudes de Georgina. Ce n'était pas un acte imprudent. C'était profondément personnel. Ce soir-là, alors que le soleil baissait et peignait le ciel d'un rose sombre, Miss Marple rentra chez elle et s'assit de nouveau près du feu avec son carnet. Elle l'ouvrit à une nouvelle page et écrivit 3 personnes motivées. Un Gordon, ancienne proximité, culpabilité, peut-être honte, mais pas de colère. 2. Dacre Trangera, commode. Trop commode. 3. Emma plus jeune que le souvenir, mais connectée. Nervieuse. Effrayée. Cabinet. Elle ferma le livre et fixa les flammes. Elle avait depuis longtemps appris à faire confiance au silence. Et il y avait quelque chose dans le silence d'Emma Bradwell qui semblait protecteur. Pas pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. L'indice était dans la dentelle. Mais la vérité se cachait dans un choix fait des décennies auparavant, une cruauté oubliée par l'un, mais dont un autre se souvient amèrement. La question n'était plus de savoir qui avait pu le faire. La vraie question était qui avait gardé le souvenir vivant assez longtemps pour tuer. Miss Marple était tout près maintenant. Elle le sentait. Le village, sans le savoir, marchait vers la vérité. Et quelqu'un à Little Ditring, soupçonnait-elle, observait attentivement, attendant le moment où leur passé serait enfin mis à nu.
La pluie tombait régulièrement le lendemain matin, douce mais persistante, drapant le village d'un silence gris et silencieux. Little Dithring semblait toujours plus introspectif sous la pluie. Les haies s'affaissaient sous son poids, les cheminées lançaient de faibles volutes de fumée dans la brume, et même les rouges-gorges restaient dans leur nid. C'était le genre de temps qui semblait atténuer les scandales mais approfondir les secrets. Miss Marple, en revanche, trouvait la pluie plutôt utile. Elle gardait les gens à l'intérieur et lorsqu'ils étaient à l'intérieur, ils parlaient plus librement, surtout avec des visages familiers qui se présentaient à leur porte, un châle légèrement humide et une douce question aux lèvres. Elle s'apprêtait à rendre visite aux Ellingham avec un panier de pommes au four lorsqu'on frappa à sa porte assez inhabituelle pour la faire s'arrêter. Elle ouvrit et trouva l'agent Bressouette debout, casquette à la main, d'une pâleur inhabituelle sous le bord. « Miss Marple, dit la voix basse, il y a eu un autre incident. » Elle ne dit rien, mais recula pour le laisser entrer. « Ce n'est pas un autre décès ?» ajouta-t-il rapidement, voyant son expression dans les yeux. « Mais c'est étrange, et ça pourrait être important. Allez, mon cher, dit-elle en le conduisant vers l'âtre et en lui servant une seconde tasse de thé. C'est Emma Bradwell. Sa mère l'a trouvée inconsciente dans le salon il y a environ 1 heure. Pas morte, mais en plein délire. Elle bafouillait. Le docteur Denholm est avec elle. Il dit qu'elle se rétablit, mais lentement. Miss Marple baissa les yeux sur son thé, fronçant légèrement les sourcils. Et comment est-ce arrivé? C'est bien ça le problème. Madame Bradwell a dit qu'Emma s'était enfermée, qu'elle avait besoin de réparer quelque chose. Quand sa mère força enfin la porte, Emma était par terre. Il y avait une bouteille vide à proximité d'une sorte de teinture à base de plantes. L'étiquette avait été arrachée. Miss Marple plissa les yeux, mais sa voix resta douce. Qu'elle dit, en revenant à elle, seulement quelques mots, surtout des bêtises. Mais une chose était claire. Elle a dit que je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle se souvienne. Un long silence s'ensuivit. Je pense, dit lentement Miss Marple, qu'il faut supposer que le poison n'était pas destiné à tuer, à l'origine. Du moins, pas avec certitude. C'était un avertissement, un message. Mais peut-être que quelque chose a mal tourné. L'agent Bressouette parut troublé. Vous croyez qu'Emma l'a fait? Je crois qu'elle y était pour quelque chose. Mais je ne crois pas qu'elle ait agi seule, ni entièrement de son plein gré. Elle sirota son thé, puis se leva et se dirigea vers son bureau, sortant de nouveau le petit carnet. Elle tourna une nouvelle page et n'écrivit que 3 mots. Demandez à Madame Bradwell. La question, maintenant, n'était pas seulement de savoir qui avait voulu la mort de Georgina Mélin, mais qui avait encouragé un esprit plus jeune et plus influençable à accomplir un acte plus sombre, sous couvert de vengeance. Plus tard dans la journée, Miss Marple rend visite au Bradwell. Madame Bradwell ouvrit la porte, les yeux rouges et un sourire forcé. Elle se repose maintenant, dit-elle. Encore faible. Le médecin dit qu'elle ira mieux, mais elle est secouée. Miss Marple posa doucement une main sur le bras de la femme. J'aimerais vous parler, ma chère. Pas de la santé d'Emma, mais de quelque chose qui pourrait vous apaiser si on vous le disait. Madame Bradwell hésita, mais finit par hocher la tête et l'emmena dans le salon, les rideaux tirés, l'air empreint d'une légère odeur d'huile essentielle de lavande et de pain chaud. Miss Marple prit place près de la fenêtre. « Je crois, commença-t-elle doucement, que votre fille essayait de protéger quelqu'un. » Madame Bradwell cligna des yeux. « Emma est une bonne fille, dit-elle sur la défensive. C'est vrai. C'est pourquoi elle est vulnérable à l'influence, surtout de ceux qu'elle aime. » Les mains de la femme se tordirent sur ses genoux. « Je ne voulais pas commencer. Je n'ai jamais voulu, vous ne vouliez pas la mort de Georgina, termina doucement Miss Marple. Mais vous vouliez qu'elle s'en souvienne. Vous ne lui avez jamais pardonné, n'est-ce pas? » Un silence si épais s'abattit sur la pièce que même le tic-tac de la pendule sembla s'arrêter. La voix de Madame Bradwell, lorsqu'elle se fit entendre, était basse et fatiguée. « Elle a été cruelle envers Margaret, dit-elle. Ma sœur. Georgina a rompu ses fiançailles avec Bernard par dépit, pas par chagrin. Lorsqu'il a épousé Margaret,
Georgina ne lui a jamais laissé oublier quel était son second choix. Et quand Margaret a perdu son enfant, Georgina lui a envoyé un mot. Juste 3 lignes. Aucune compassion. Seulement certaines choses ne sont pas faites pour durer. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Et après la mort de Margaret, j'ai pris la boîte à souvenirs. Je n'ai pas pu me résoudre à l'enterrer avec elle. Je l'ai cachée pendant des années. Puis, quand j'ai vu Georgina à la fête si sûre d'elle, si sage, distribuant des prix et souriante, je n'en pouvais plus. Alors tu l'as donnée à Emma. Je ne lui ai rien demandé de mal, dit rapidement Madame Bradwell. Juste de la poser sur la table. C'est tout. Mais elle a dû y ajouter de la teinture. Quelque chose qu'elle a trouvé dans un de ses vieux livres d'herboristerie. De l'extrait de Digital. Miss Marple hocha lentement la tête. Emma pensait que Georgina serait simplement secouée, peut-être qu'elle s'évanouirait. Une punition symbolique. Mais elle n'était pas prête pour ce qui est arrivé. Elle n'a jamais voulu lui faire de mal, répéta Madame Bradwell, la voix rauque. Elle voulait seulement lui faire sentir le poids de ce qu'elle avait fait. Mais c'était allé trop loin. Et quand elle s'en rendit compte, elle tenta de se défaire. D'avouer. C'est alors qu'elle tombe malade. Miss Marple se leva et posa une main douce sur l'épaule de la femme. Vous devez tout dire aux gendarmes. Non pas pour punir votre fille, elle a agi par amour, aussi mal avisé fut-il. Mais la vérité est le seul chemin vers la guérison. Les secrets n'engendrent que le chagrin. Madame Bradwell hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Ce soir-là, la pluie cessa enfin et le silence retomba sur le village, cette fois non pas de peur, mais de soulagement. Le poids du silence, trop longtemps porté, commençait à s'alléger. Dans son salon, Miss Marple était assise devant le feu, son tricot intact sur ses genoux. Elle contempla les flammes et s'autorisa un rare soupir. Le mystère n'était pas entièrement résolu. Il restait encore des questions à se poser. Mais le cœur du mystère, la raison, le mobile avait été découvert. Et comme tant de crimes, celui-ci n'était pas né de la haine, mais d'une vieille douleur qui couvait depuis trop longtemps. Oh! Village, les fenêtres brillaient d'une douce lumière jaune. Et dans le silence de sa maison, Miss Marple se préparait. Il restait un geste à faire. Une dernière pièce à placer sur l'échiquier. Car quelqu'un qui n'avait pas encore été révélé avait eu vent de la boîte à souvenirs. Et ils attendaient. La pluie était passée au matin, laissant derrière elle des scintillantes et une légère odeur de terre humide. Le soleil perçait les nuages clairsemés en rayons dorés, baignant le village de Little Dittering d'une lumière inhabituellement chaude pour un début d'automne. Mais même dans la lueur d'une journée paisible, Miss Marple sentait que l'histoire n'était pas encore terminée. Emma Bradwell restait au lit, sous la surveillance calme mais ferme du docteur Denholm. L'agent Bressouette, après avoir recueilli la déposition complète de Madame Bradwell, arpentait maintenant anxieusement la gare et le bureau de poste, se débattant avec les implications de ce qu'il venait d'apprendre. Pendant ce temps, le village absorbait la nouvelle dans un mélange de silence stupéfait et de discrets hochements de tête. On ressentait de la sympathie pour Emma. Bien sûr, nul ne pouvait nier sa nature tendre mais aussi son malaise. Personne ne s'attendait à ce que du poison sorte des mains de la fille du boulanger. Et pourtant, Miss Marple était convaincue qu'Emma n'avait pas agi seule. La boîte avait été préservée, soigneusement rangée pendant des décennies. La photo, la dentelle, la fleur pressée chacune soigneusement choisie. Mais surtout, chacune intacte. Ce n'était pas l'acte irréfléchi d'une jeune femme. C'était planifié. Comme si quelqu'un avait anticipé la réaction de Georgina, non pas en jours ou en semaines, mais sur des années. Emma avait peut-être posé la boîte sur la table. Madame Bradwell l'avait peut-être suggéré. Mais quelqu'un d'autre avait orchestré le timing. Quelqu'un avait veillé à ce qu'elle parvienne à Georgina cet après-midi-là, au moment précis où elle provoquerait le choc le plus intense. Et Miss Marple avait un soupçon. Il y avait une personne qui n'avait pas beaucoup parlé, qui s'était tenue respectueusement à l'écart des projecteurs, et pourtant avait été discrètement liée à chaque fil conducteur de l'histoire. M. Gordon Pryor. Il est arrivé la semaine de la fête.
Il était resté sans prévenir. Il avait aidé Georgina à remplir ses papiers. Il avait parlé d'elle avec gentillesse, même avec nostalgie, tout en se tenant à l'écart des ragots. Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences. Elle croyait au schéma. Et en Gordon, elle avait décelé la présence sereine de quelqu'un qui en savait bien plus qu'il ne l'avait admis. C'est pourquoi, cet après-midi-là, elle l'invita à prendre le thé. Il arriva pile à l'heure, vêtu comme toujours de son costume gris clair et de ses chaussures de cuir usé, le genre qui témoignait d'une routine tranquille et d'habitude banale. Il sourit lorsqu'elle ouvrit la porte, mais son regard se porta rapidement vers la fenêtre avant d'entrer. Miss Marple le remarqua. « Asseyez-vous, monsieur Prior, dit-elle en le guidant vers le fauteuil près du feu. Pardonnez-moi ce léger froid. Le vent était-tu aujourd'hui? Pas du tout, dit-il en s'installant dans le fauteuil. C'est gentil de m'inviter. J'ai pensé qu'il était temps qu'on se parle sérieusement, dit Miss Marple en versant du thé avec sa grâce habituelle. Georgina et vous étiez proches autrefois. Gordon esquissa un petit sourire. Oui, dans notre jeunesse. Puis la vie nous a menés dans des directions différentes. Elle a rompu ses fiançailles avec Bernard Ellison, dit Miss Marple doucement. Pourtant, elle a gardé des souvenirs de cette époque. Même la photo qui a fini dans la boîte en velours. Gordon hocha lentement la tête. Je ne savais pas qu'elle l'avait gardée. Miss Marple lui offrit une tasse, puis prit la sienne. Cette boîte est apparue dans des circonstances étranges. Quelqu'un l'a mise à la tombola. Emma Bradwell, semble-t-il. Mais elle ne savait pas ce que cela signifiait, pas vraiment. Elle était guidée. Gordon leva alors les yeux, les sourcils froncés. Par qui? C'est ce que je me demandais, répondit doucement Miss Marple. Qui avait intérêt à la détresse de Georgina? Qui avait accès à la boîte à souvenirs de Margaret? Et qui aurait pu ressentir le besoin de rectifier le passé? Gordon se pencha en arrière. Vous ne voulez tout de même pas dire vous connaissiez Margaret Ellison, n'est-ce pas? Un silence. Oui, admit-il enfin. Nous étions amis avant qu'elle épouse Bernard. Plus qu'amis, autrefois. J'avais toujours espéré que sa voix s'interrompt. Mais elle a épousé Bernard. Et puis tout est arrivé si vite. Le bébé, la maladie, sa mort. Et Georgina, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Margaret, dit-il d'une voix tendue. Mais c'était cruel. Margaret était déjà en deuil. J'ai retrouvé le mot après. 3 lignes, d'une froideur glaciale. Vous avez gardé la boîte. Gordon ne répondit pas. Miss Marple elle observa. Ses épaules étaient tendues, son regard baissé, son teint intact. Je crois que vous avez apporté la boîte à votre retour au village, dit-elle doucement. Je crois que vous aviez l'intention de la remettre entre les mains de Georgina, d'une manière ou d'une autre. Vous vouliez qu'elle ressente ce que Margaret avait ressenti. Ne serait-ce qu'un instant. Je ne savais pas qu'Emma, je ne pensais pas, je vous crois, dit Miss Marple. Mais vous l'avez guidée. Prudemment. Discrètement. Vous saviez qu'elle était compatissante. Vous saviez que sa mère gardait le souvenir de Margaret. Un mot par-ci, une suggestion par-là. Il leva alors les yeux vers elle, le regard soudain perçant. Elle ne s'est jamais excusée. Pas une seule fois. Elle a continué ses travaux de dentelle et ses devoirs religieux comme si elle n'avait pas brisé la vie de quelqu'un d'autre. Margaret n'a jamais oublié. Et moi vous n'avez pas oublié non plus, termina Miss Marple doucement. Les mains de Gordon agrippèrent le bord de la chaise. Je voulais juste qu'elle se souvienne. Qu'elle ressente. Mais je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Miss Marple lui laissa un instant, puis attrapa la sonnette sur la table basse. Je pense, dit-elle, qu'il est temps que nous parlions à l'agent Bressouette. Il s'est figère. Elle a été empoisonnée, poursuit Miss Marple. Par la digitale. Vous n'avez pas administré la dose vous-même, mais l'idée de toute cette chaîne d'événements a commencé avec vous. Un crime d'influence. Et cela, monsieur Prior, reste un crime. Lorsque l'agent Bressouette arriva 10 minutes plus tard, Miss Marple l'attendait calmement, la théière fraîchement remplie et 2 autres tasses posées. Gordon Prior ne protesta pas. Il paraissait fatigué soudain, plus âgé que son âge. La confession fut calme, sans éclat, mais chaque mot confirmait ce que Miss Marple soupçonnait.
Il était arrivé en avance pour la fête, la boîte cachée dans sa valise. Il ne l'avait ressortie qu'une seule fois, la veille au soir, lors d'une visite chez Madame Bradwell, soi-disant pour le thé. Un souvenir discret partagé. Un petit coup de pouce vers la justice. Il avait suggéré de le placer dans la tombola. Ce serait poétique, avait-il dit. Emma, l'ayant entendu, avait proposé de le faire. Il ignorait qu'elle trafiquait la dentelle. Il ignorait que sa culpabilité se retournerait si vite. Il voulait seulement que Georgina se souvienne. Mais la mémoire est rarement douce. Ce soir-là, après que Bresswaite eut emmené Gordon doucement, comme s'il escortait une ombre lugubre plutôt qu'un criminel, Miss Marple s'assit de nouveau près de son feu. Il n'y avait aucun plaisir à résoudre ce mystère. Aucune satisfaction à désigner un coupable. Seulement la douce tristesse qui naît de savoir combien de temps l'amertume peut se conserver, comme de la dentelle rangée dans un tiroir, attendant l'occasion de blesser. Le village n'était pas encore revenu à la normale. Il ne le serait pas avant un certain temps. Mais l'air était plus clair. La vérité était éclatée. Et Miss Marple, comme toujours, en avait aperçu les contours avant que quiconque n'ose le faire. Pourtant, une chose restait à faire. Demain, elle rendra visite à Emma. Et elle dirait la vérité à la jeune fille. La gentillesse n'excuse pas les mauvaises actions, mais elle ne doit pas non plus être condamnée. Elle l'aiderait à comprendre ce que signifiait porter le chagrin avec grâce. Car ce n'était pas le passé qui définissait une personne. C'était ce qu'on choisissait de faire de son souvenir. Une brise légère agitait les feuilles dorées qui s'accrochaient obstinément aux arbres le long du chemin, murmurant doucement à travers le village, comme si elle partageait des secrets avec chaque branche ondulante. L'odeur de la fumée de bois flottait dans l'air, se mêlant au rythme tranquille de la vie du village qui reprenait lentement ses droits. L'atmosphère à Little Ditring avait commencé à changer sans tout à fait retrouver la paix, mais tendait vers elle. Le choc de la mort de Georgina Mélin ne s'était pas encore estompé, pas plus que les révélations qui suivirent. La confession discrète de Gordon Prior, bien que discrète, avait ébranlé ceux qui le connaissaient. L'idée qu'un homme aussi doux et attentionné ait pu nourrir un désir de vengeance, voire mettre à exécution un plan ayant entraîné la mort de quelqu'un, en avait laissé plus d'un perplexe. Mais personne autant que Emma Bradwell. Miss Marple avait attendu l'après-midi pour lui rendre visite. Non pas par évitement, mais parce qu'elle savait que les heures entre le déjeuner et le crépuscule étaient souvent d'une étrange clarté, un silence où il était plus facile de s'exprimer. Elle n'apporterait ni question, ni expression sévère, juste un petit bouquet de crocus d'automne et un paquet de brioches au raisin pris sur l'étagère du boulanger. Lorsque Madame Bradwell ouvrit la porte, elle paraissait fatiguée, mais moins sur ses gardes. Elle est assise, dit-elle doucement. Encore pâle, mais elle parle davantage. Elle réfléchit clairement. Miss Marple hocha la tête. Puis-je? Madame Bradwell s'écarta, sans ajouter un mot. Emma était calée dans un fauteuil près de la cheminée, un châle de laine drapé sur ses épaules. Son visage était tiré, ses yeux lourds, mais ses joues avaient repris des couleurs. Une tasse de thé en porcelaine, intacte, était posée sur la petite table à côté d'elle. En voyant Miss Marple, elle se redressa légèrement, les lèvres pincées. « Yeah! Vous attendez ?» dit-elle, non sans gentillesse. Miss Marple lui offrit les crocus avec un sourire chaleureux. Il semblait convenir à la saison. « J'ai pensé que vous aimeriez quelque chose qui ne soit pas lourd de conséquences. » Emma les accepta en silence, ses doigts effleurant les pétales. Miss Marple s'assit en face d'elle. « Le docteur Denholm dit que vous serez bientôt sur pied. » Emma hocha lentement la tête. « Je suppose que cela dépend de ce qui viendra après. » Il y eut un silence. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu la boîte à souvenirs ?» demanda-t-elle doucement. Emma jeta un coup d'œil à sa mère, qui s'attardait sur le seuil, puis à Miss Marple. Quand M. Prior l'a apporté, il a dit que c'était quelque chose qui avait appartenu à Margaret, son amie. Ma tante. Il nous l'a montré comme un trésor de famille. Et c'en était un, dit doucement Miss Marple, d'une certaine manière.
Mais c'était plus que sentimental, n'est-ce pas? Emma détourna le regard. Il a dit que Georgina lui avait causé beaucoup de peine, qu'elle ne l'avait jamais avoué. Il ne m'a rien demandé de faire, pas vraiment. Il a juste dit qu'on oublie parfois ce qu'on doit aux autres. Georgina avait peut-être besoin d'un rappel. Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais perçant. Et vous pensiez qu'un rappel pourrait aider à arranger les choses? Je pensais que ça la ferait réfléchir, murmura Emma. Juste s'arrêter un instant. Pas sa voix se brisa. Pas mourir. Bien sûr, dit Miss Marple doucement. Mais la culpabilité est un outil dangereux entre des mains inexpérimentées, surtout lorsqu'elle est façonnée par quelqu'un qui en porte plus qu'il ne l'admet. Emma baissa les yeux. Je ne savais même pas ce que je faisais. Je me suis juste rappelé que la digitale pouvait faire évanouir. Je l'ai trouvé dans un vieux livre de maman. Tu as trompé la dentelle? Demanda doucement Miss Marple. Emma hocha la tête. Je pensais que si elle la touchait, elle aurait le vertige. Juste assez pour s'arrêter et se souvenir. Miss Marple s'est rassit. C'est dur, dit-elle au bout d'un moment. Être jeune dans un monde qui porte encore le poids de vieux chagrins. On hérite de plus que des recettes de famille et des petites cuillères en argent. Parfois, on hérite du chagrin. Et parfois, il ne nous appartient pas de le porter. Emma cligna des yeux, les mains repliées sur ses genoux. Je ne pense pas que je serai un jour la même. Miss Marple s'y pencha, énervante. Tu ne devrais pas, dit-elle. Mais tu dois aussi te pardonner. Tu as dit la vérité. Tu as affronté ce qui s'est passé. C'est plus que beaucoup ne le font jamais. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu en retiens. Le souffle d'Emma trembla doucement, mais elle hocha la tête. Lorsque Miss Marple quitte la maison des Bradwell cet après-midi, elle en a le cœur léger. L'air semblait plus clair, le chemin du retour plus doux sous ses pieds. La vérité, aussi confuse fût-elle, était maintenant pleinement au grand jour. Mais il restait un dernier fil conducteur. Une ultime question. Non pas sur le crime lui-même, mais sur la boîte et comment elle avait survécu, si soigneusement préservée, pendant toutes ces années. Miss Marple se rend une dernière fois au presbytère. Elle trouva le révérend Ellingham en train de tailler des rosiers près de la maison. Ses lunettes étaient embuées par l'humidité, son expression pensive. « Miss Marple, dit-il en s'essuyant les mains, vous venez admirer un ecclésiastique aux prises avec des épines? J'ai toujours pensé que le jardinage était une belle métaphore de l'âme, répondit-elle en souriant. Il faut tailler doucement, mais fermement, et ne jamais avoir peur de ce qui se cache sous les fleurs. » Le vicaire eut un léger rire. Tout à fait. Elle l'accompagna un instant, passa le portail latéral et se dirigea vers le treillis où les rosiers grimpants s'accrochaient aux briques. Je réfléchissais, dit-elle nonchalamment, à la façon dont le coffret à souvenirs de Margaret Ellison avait été si bien conservé. Et par qui? Le sourire du vicaire s'estompa. Je pensais que Gordon Prior l'avait gardé. C'est vrai, pendant un temps, mais seulement après la mort de Margaret. Avant cela, il avait été transmis à d'autres mains. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. Votre femme connaissait bien Margaret, n'est-ce pas? Le révérend se métamorphosa. Ils étaient proches? Oui. Ils allaient ensemble au cercle de couture. Et elle a dit un jour, en passant, qu'elle avait toujours pensé que Georgina ne faisait jamais son deuil correctement, que certaines personnes dissimulaient leur culpabilité sous la vertu. Il baissa les yeux. Elle a gardé la boîte, dit-il doucement. Après la mort de Margaret, elle l'a trouvée en aidant Bernard à faire ses bagages. Il n'en voulait pas. Il a dit qu'elle lui rappelait l'échec. Elle l'a donnée à Gordon, finalement. Pas jusqu'à récemment, admit le révérend. Quand il est venu pour la fête, il s'est renseigné à son sujet. Elle l'a descendu du grenier. Miss Marple hocha la tête. Elle ne voulait pas faire de mal non plus. Non, seulement la vérité. Ils restèrent un moment sous les roses, le silence désormais doux. Vous avez rendu un grand service, Miss Marple, dit finalement le vicaire. Même quand la vérité est dure, elle éclaircit le terrain. C'est vrai, dit-elle, comme un bon jardinage. Sur ces mots,
Elle se retourna et s'engagea sur le sentier, le village s'étendant devant elle dans toute sa complexité silencieuse. Un lieu de charme, d'histoire et de secret, où même les âmes les plus douces pourraient un jour choisir de régler leurs vieilles dettes. Le dernier chapitre était proche. Et Miss Marple, comme toujours, serait prête quand viendrait le moment de tourner la page. La semaine qui suivit la confession silencieuse de Gordon Prior et la guérison d'Emma Bradwell se déroula dans un calme particulier à Little Ditring, comme si le village lui-même reprenait son souffle. Les chaumières avaient le même aspect, les cloches du magasin sonnaient à leurs heures habituelles, et le laitier faisait sa tournée avec son habituel fracas de bouteilles. Mais l'air était chargé d'un poids subtil, comme si les murs avaient absorbé un secret qu'ils s'efforcent désormais d'oublier. Les ragots n'avaient pas disparu, de telles choses ne disparaissent jamais vraiment dans un village, mais ils étaient devenus feutrés, respectueux. Personne n'employait le mot meurtre trop haut, et lorsque le nom de Georgina Mellin était mentionné, il était souvent suivi d'un long silence et d'un léger hochement de tête. L'enquête du coroner avait confirmé que mademoiselle Marple savait déjà que la mort de Georgina avait été causée par un empoisonnement à la digitaline, absorbé par contact cutané. Il n'était désormais plus question d'accident ou de fragilité. Le verdict avait été rendu accidentellement, aggravé par une intervention délibérée. Emma Bradwell n'avait pas été arrêtée. Mademoiselle Marple, ainsi que le docteur Denholm et même l'agent Bressouette, avaient parlé en sa faveur. La jeune fille avait agi sur suggestion. Ses actes étaient mal avisés, mais non malveillants. Les autorités de Caxton étaient d'accord. Finalement, elle n'avait reçu qu'un simple avertissement formel et l'ordre de bénéficier de soins surveillés pendant un certain temps. La véritable responsabilité, la racine émotionnelle de tout cela, incombait à Gordon Prior. Mais Gordon avait déjà payé de sa poche. Il reste en détention dans l'attente d'une audience, même si personne au village ne doutait que sa peine, si peine il y en avait une, serait clémente. Son crime n'était pas celui de la cupidité ou de l'envie, mais celui d'un chagrin longtemps nourri. Et maintenant, le village se tourne à nouveau vers l'ordinaire, avide du réconfort de la prévisibilité. Miss Marple, cependant, ne retournait pas si vite au quotidien. Un matin frais, elle était assise sur son banc de jardin, un plateau de thé à côté d'elle et son dernier ouvrage de tricot posé sur ses genoux. Ses aiguilles cliquant lentement, presque distraitement, tandis qu'elle regardait les moineaux voleter entre la haie et la mangeoire. Un nouveau châle, celui-ci d'un or discret, grandissait régulièrement sous ses doigts. La porte s'ouvrit doucement derrière elle, et les pas caractéristiques de Madame Hartnell craquèrent sur le gravier. « Te voilà, Jane, dit-elle en haletant légèrement. Je pensais que tu serais au marché ce matin. Trop de monde, répondit Miss Marple avec un léger sourire. Et puis, j'apprécie plutôt le calme. Madame Hartnell s'assit sur le banc d'en face en grognant. Ça a été une histoire épouvantable, marmonna-t-elle. J'ai encore du mal à y croire. Gordon Prior, entre tous et la petite Emma qui l'eût cru, mademoiselle Marple hocha la tête. Ça rappelle, n'est-ce pas, combien le passé peut persister. Madame Hartnell soupira. J'imagine que vous avez toujours su, n'est-ce pas? Toujours un coup d'avance. Je ne prétends jamais savoir, dit mademoiselle Marple. Juste observer. Les gens en disent long, même quand ils ne disent rien. Elle but une gorgée de thé. Quel soin a été apporté à ce coffret de velours. Quelle délicatesse dans sa conservation. Pas de gribouillis rageurs ni de souvenirs dramatiques, que des choses discrètes. Une fleur, une photo, un morceau de dentelle. Le genre de souvenirs qui, si on y prend garde, peuvent devenir amers avec le temps. Madame Hartnell regarda pensivement le rosier qui bordait le mur du jardin. Pourtant, dit-elle lentement, Georgina n'était pas très appréciée, pas vraiment. Trop perspicace, trop sûre d'elle. Elle vous donnait toujours l'impression d'avoir marché sur son tapis avec des bottes boueuses. Mais personne ne méritait ce qui est arrivé. Non, acquiesce comme Miss Marple. Mais beaucoup de gens vivent sans reconnaître les blessures qu'ils ont infligées aux autres. Et parfois, ces blessures s'enracinent.
Ils restèrent assis dans un silence complice pendant quelques minutes, l'air animé du bourdonnement des abeilles et du grincement occasionnel du moulin à vent au loin. « Pensez-vous, demanda Madame Hartnell au bout d'un moment, que le village pardonnera à Emma? Avec le temps, dit Mademoiselle Marple, elle devra vivre honnêtement. Les gens respectent cela, même s'ils ne le disent jamais, point lui pardonnez-vous? Miss Marple a fait un petit sourire. Je pense qu'elle était très jeune et très influencée. J'ai toujours cru que le pardon est plus facile quand on a vu le coût des actions. Emma l'a vu, plus clairement que la plupart. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple a reçu une lettre de Gordon Prior. L'enveloppe était banale, mais l'écriture sur le devant était soignée, délibérée. À l'intérieur, une seule page portait quelques lignes. Pas d'excuses, pas de plaidoyer, juste une reconnaissance silencieuse de la vérité. Miss Marple, merci pour votre clarté et votre miséricorde. Je voulais ramener la mémoire, pas la mort. Je vois maintenant que l'on ne peut pas décrocher le passé sans percer quelque chose de plus profond. Margaret méritait plus que le silence. Et peut-être que Georgina méritait plus que des représailles. J'espère que, d'une certaine manière, cette fin permettra au village de respirer à nouveau. Avec respect, j'ai prior Mademoiselle Marple a plié la lettre et l'a glissée dans son cahier. Ce soir-là, le village Green était vivant avec la préparation du souper de récolte d'automne. Bunting a volé des lampadaires et des tables à chevalet avaient été disposées une fois de plus, cette fois avec plus de soin et moins d'hypothèses. Madame Ellingham orchestrait les choses comme d'habitude, mais même elle semblait s'adoucir d'une manière ou d'une autre, son ton moins commandant, plus prévenant. Au centre de tout cela, Emma Bradwell a marché lentement avec sa mère à ses côtés, tous deux salués chaleureusement, s'ils sont un peu doucement, par les villageois. Il y avait des hochements de tête, des sourires, même quelques poignées de mains provisoires. Personne ne prétendait que les choses ne se sont pas produites. Mais personne ne cherchait non plus à punir davantage. Miss Marple a regardé à distance, assise sur un banc près du bord du verre. Elle portait son châle gris habituel, épinglé parfaitement à l'épaule, et son expression était aussi calme que la surface d'un étang encore. Ses yeux ont tous pris la façon dont Lionel Dacre s'attarda maintenant un peu plus longtemps dans les conversations, moins éloignées, plus conscientes. La façon dont le jeune Tommy Ellingham a essayé de faire rire Emma en jonglant avec des poires. La façon dont Madame Bradwell se tenait avec son dos un peu plus droit, plus accablée par un secret qu'elle avait transporté trop longtemps. Le souper de la récolte a commencé par un hymne, suivi de la brève bénédiction du révérend Ellingham, puis les tables ont été ouvertes. Il y avait des tartes et des ragoûts, du cidre et des tartes, et des rires qui, bien que prudents au début, ont commencé à augmenter avec une véritable facilité. Par crépuscule, alors que les lanternes étaient allumées et que les enfants se sont éloignés entre les haies, le village se sentait sinon le même au moins installé. Change, Sir Tamet. Mais plus fort pour ça. Miss Marple a pris son congé avant le début de la musique, glissant tranquillement sur le sentier qui conduit à son chalet. La lune se levait, jetant une lueur pâle sur les toits. Elle s'arrêta à sa porte, se tournant une fois pour regarder les lumières du verre. Il y aurait toujours des secrets dans peu de tramage. C'était la nature de n'importe quel village. Mais pour l'instant, l'obscurité s'était levée. Elle est entrée dans sa maison, a mis la bouilloire et a atteint à nouveau son tricot. Le châle d'or était presque terminé. Il ne reste que quelques rangées. Alors que ses aiguilles reprennent leur rythme, Mademoiselle Marple a réfléchi non sur le poison ou les motifs ou les engagements brisés, mais sur la vérité silencieuse qu'elle avait toujours connue. Ce mal n'est pas toujours arrivé avec malveillance ou intention. Parfois, il arriva doucement, enveloppé dans la mémoire, chuchota de chagrin. Et parfois, tout ce qu'il a fallu pour l'arrêter était une personne disposée à écouter. Et donc, Mademoiselle Marple a encore écouté.